En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir le sondeur et politologue proche du RN, Jérôme Sainte-Marie, et l'essayiste et politologue Arnaud Benedetti. Il est l'auteur de Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire, publié chez Michel Lafon ces jours-ci. À un mois des européennes où les sondages promettent une large victoire à Jordan Bardella, le RN est-il vraiment aux portes du pouvoir ? Comment une victoire à la présidentielle qui apparaissait inconcevable il y a peu apparaît désormais possible ? L'absence d'Emmanuel Macron dans la compétition présidentielle est-elle une chance ou un piège ? 2027, c'est encore dans 3 ans. Marine Le Pen peut-elle se prendre les pieds dans le tapis ? Tout de suite, les réponses de Jérôme Sainte-Marie et Arnaud Benedetti en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Jérôme Sainte-Marie, Arnaud Benedetti, bonjour. 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 Ravi de vous recevoir dans cette émission. Nous allons parler pendant une petite heure de la progression du RN, de ces européennes où Jordan Bardella est donné largement en tête, mais plus largement de la dédiabolisation du RN, peut-être de sa banalisation et du fait qu'il est aujourd'hui aux portes du pouvoir. Je voulais commencer par une question d'actualité pour tous les deux. Actuellement, la situation continue d'être compliquée, tendue à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que Marine Le Pen n'a pas commis sa première erreur en changeant peut-être de pied sur la question du dégel ? Les députés du Rassemblement national l'ont voté. Aujourd'hui, elle explique que le calendrier et la méthode n'étaient pas la bonne, qu'il faut un nouveau référendum dans 40 ans. Elle est accusée par sa droite d'ailleurs d'avoir fait preuve finalement de faiblesse. Certains disent elle est pas pour l'ordre en Nouvelle-Calédonie, elle cédera face aux émeutes de banlieue demain. Qu'est-ce que vous en pensez, Arnaud Benedetti ? Alors c'est vrai que ça peut surprendre par rapport aux positions historiques du Rassemblement national et surtout du Front national sur le dossier de la Nouvelle-Calédonie, mais je pense qu'il faut aussi avoir en tête que Marine Le Pen a reçu récemment l'ensemble des élus calédoniens, dont les responsables du FLNKS, et les responsables du FLNKS lui ont notifié que ils n'étaient plus aujourd'hui en capacité à tenir leur jeunesse sur le terrain. Et Marine Le Pen a été manifestement extrêmement frappée par ce diagnostic, et elle a fait passer d'ailleurs le message au ministre de l'Intérieur. Donc, si vous voulez, c'est une inquiétude qui, chez elle, est quand même qui précède ce qui vient de se passer. Ce que vous nous expliquez, que c'est pas forcément une tactique, parce que pour achever la dédiabolisation. Parce que tout simplement, ces relais du Rassemblement national en Nouvelle-Calédonie l'avertissent de la difficulté de la situation. Ce que je comprends dans le discours du Rassemblement national aujourd'hui, le discours de Marine Le Pen, c'est de dire que de toute façon, le Rassemblement national reste bien évidemment attaché au maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la République, mais que la méthode qui a été utilisée par l'exécutif, finalement depuis 2021, c'est-à-dire depuis la tenue d'un référendum qui a été contesté, on le sait, par les Kanaks qui ont appelé, par le FLNKS qui a appelé au boycott, est une méthode qui fragilise finalement cette espèce de cohabitation née depuis 1988 et les accords de Nouméa. Ensuite, clairement, on ne peut pas, si vous voulez, ignorer le fait que Marine Le Pen essaye aujourd'hui de construire une posture qui est une posture de responsabilité en vue d'accréditer l'idée qu'elle est en mesure, si demain les électeurs lui font confiance, d'assumer une fonction de chef de l'État. Jérôme Sainte-Marie, posture de responsabilité ou stratégie de dédiabolisation qui se retourne contre elle en banalisation ? Oui, je ne crois pas que tout soit posture et communication, voyez-vous. Il aurait été extrêmement facile pour le Rassemblement national et pour Marine Le Pen, qui, encore une fois, n'est pas au pouvoir, de jouer la surenchère
répressive, sécuritaire. La droite classique ne s'en prive pas. Il n'y a rien de plus confortable. En plus, si jamais les choses dégénèrent encore plus gravement qu'elles ne l'ont déjà fait, c'est-à-dire s'il y a plus de morts, très concrètement, eh bien, comme l'opposition n'est pas responsable, donc il sera toujours temps ensuite, il aurait été toujours temps d'incriminer d'une manière ou d'une autre les acteurs de terrain ou le pouvoir. Marine Le Pen ne l'a pas fait, c'est ça qui est courageux. Le contraire aurait été assez facile et assez lâche. Je lis, j'entends effectivement toute une série de personnes extrêmement résolues à 20 000 kilomètres de Nouméa. C'est un sujet très complexe. Quand j'avais une vingtaine d'années, il y avait les événements, comme on disait un petit peu à l'époque déjà, les événements en Nouvelle-Calédonie. Il y avait des déchirements terribles. Et finalement, il y a eu de la répression. Il y a eu l'affaire la grotte d'Ouvéa notamment, mais il y a eu aussi je ne suis pas profondément rocardien, vous en doutez, mais il y a eu aussi des négociations qui ont été menées intelligemment et qui ont permis 40 ans de paix civile sur ce qu'on appelle le Caillou. C'est pas si mal. Encore une fois, le courage dans ces affaires, qu'on l'on veuille ou non post-coloniales, et plus souvent du côté de ceux qui écoutent tout le monde que de ceux qui, comment dirais-je, dans le confort parisien, vont brailler pour exiger je ne sais quelle répression. C'est toute l'histoire d'ailleurs que la France a connue. Voilà. Donc ça me paraît effectivement un très bon signe de la part de Marine Le Pen en l'occurrence. Je crois que dans les médias, certains ont cru que c'était une faute, mais que très rapidement on se rendra compte que ça n'en était pas une. Est-ce que malgré tout, parler de référendum dans 40 ans, c'est pas un peu la facilité a priori? Elle sera pas au pouvoir dans 40 ans, personne ne le saura. Dans il y a eu un processus démocratique, 3 référendums, est-ce qu'il faut en faire un 4e? Juste avec une difficulté, c'est que, encore une fois, le processus, le 3e référendum s'est déroulé dans des conditions très singulières, puisque, comme vous le savez, le FLNKS a appelé au boycott de ce référendum. Alors, après, je veux dire, on peut évidemment discuter sur les intentions qui étaient celles du FLNKS, le FLNKS prétextant, en l'occurrence, que le Covid ne permettait pas d'organiser dans de bonnes conditions ce référendum. D'aucuns pensant que le FLNKS, se sentant minoritaire, n'avait pas intérêt à ce que se tienne ce référendum. Mais si vous voulez, la matrice des événements que l'on connaît aujourd'hui, elle est liée au fait que ce référendum s'est tenu, et s'est tenu sans que les électeurs du FLNKS n'y participent. Donc après, si vous voulez, quand vous engagez une réforme constitutionnelle avec le dégel du corps électoral qui est totalement légitime, en l'occurrence, ça c'est une réalité, je veux dire que, me semble-t-il, il faudrait vraiment être de mauvaise foi sur le plan démocratique de contester. Ben, évidemment, vous donnez, si vous voulez, tout l'esprit des accords de Nouméa et des accords de Matignon en 88 et des accords de Nouméa en 98, c'était d'avoir un État qui, en tout cas, occuper une position d'impartialité. À partir du moment où l'État et l'exécutif donnent le sentiment à une des parties prenantes dans les négociations de ne plus être totalement un arbitre et de ne plus être totalement impartial, évidemment, vous vous retrouvez dans une situation de déséquilibre, et c'est celle que l'on connaît aujourd'hui sur le terrain. En Nouvelle-Calédonie, ils sont bien évidemment légitimés ce qui est en train de se passer du côté de Nouméa. Jérôme Sainte-Marie, c'est au politologue que je m'adresse désormais. Vous avez expliqué qu'on n'était pas effectivement dans les postures politiques. Il aurait été plus facile finalement de jouer la carte du parti de l'ordre à 16 000 kilomètres. Mais on sait que les postures en politique, ça compte. On est en pleine élection européenne. Est-ce que ce que nous vivons en ce moment peut avoir un impact sur la campagne, positif ou négatif, en faveur ou en défaveur du Rassemblement national? Certains l'espèrent parce qu'en fait, on joue sur une analogie entre ce qui s'est passé en juillet dernier, c'est-à-dire les émeutes de banlieue, les émeutes en métropole, et ce qui se passe, encore une fois, à 20 000 kilomètres dans une île qui a été conquise par la France assez tard, en fait, et dans une situation qui, disons, très communautarisée, mais par la force des choses. C'était comme ça dès le départ, dès la construction coloniale. Donc, si on joue sur cette analogie, effectivement, et si cette analogie s'impose, ça pourra avoir des conséquences négatives. Les gens diront, mais ce que vous avez, c'était votre propos de lancement. Si elle n'est pas pour une répression tout azimut à Nouméa, est-ce qu'elle le sera je ne vais pas citer de commune de France pour pas être déplaisant, mais disons dans une banlieue quelconque. Mais c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. C'est un territoire.
la territoire d'outre-mer, en quelque sorte. La géographie est très différente, l'histoire est très différente, effectivement. La géographie, l'histoire, le règlement qui a été fait en 88, c'est un règlement très, comment dirais-je, qui était fondé sur des communautés qui, en plus, c'est d'ailleurs un des problèmes de cet arrangement, a plutôt renforcé la logique communautaire. Exactement. Après les accords de Nouméa. Et donc, mais il faut en tenir compte, c'est la réalité du terrain. Là, effectivement, si cette analogie s'impose, ça peut avoir des conséquences négatives. Moi, je ne l'exclus pas totalement, puisque il y a déjà du côté de Reconquête ou de LR, on s'embarrasse pas de considérations historiques ou sociales et ou constitutionnelles d'ailleurs également. Et évidemment, on va hurler à la faiblesse. On l'a souvent dit que Marine Le Pen n'était pas... Moi, je crois que c'est plutôt le contraire, en fait, à terme. Alors, peut-être pas pour les européennes, mais pour la présidentielle, je pense qu'à terme, le fait de montrer que Marine Le Pen réfléchit et n'est pas dans une espèce de réflexe conditionné par rapport aux événements, je pense que ça sera porté à son crédit. Mais à 3 semaines du suffrage des européennes, je ne sais pas exactement. Encore une fois, j'insiste, le confort politique aurait été d'avoir une attitude basique et strictement répressive. C'est pas le choix qui a été fait. Moi, personnellement, je m'en réjouis. Jérôme Sainte-Marie, Arnaud Benedetti, merci. On se retrouve après une courte pause, en toute vérité, toujours sur Sud Radio. On débattra plus largement, justement, du Rassemblement national. Est-ce qu'il est aux portes du pouvoir? Est-ce qu'on s'emballe pas un peu à 3 ans des élections présidentielles? C'est tout de suite sur Sud Radio, en toute vérité. À tout de suite. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Arnaud Benedetti, politologue, essayiste, auteur de Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire. C'est publié chez Michel Lafon. Et également Jérôme Sainte-Marie, sondeur, politologue, proche du RN, il faut le dire, puisque vous vous occupez de l'Institut de formation des cadres du RN. Nous débattons justement aujourd'hui de la place du RN dans le débat politique. RN qui est très largement en tête des élections européennes, à plus de 30%. Peut-être avant de parler de l'élection présidentielle, parlons un peu justement de ces élections européennes. Jérôme Sainte-Marie, il est arrivé que dans les élections intermédiaires, on annonce souvent le Rassemblement national très haut, je pense aux dernières régionales notamment, et que le résultat n'est pas été au rendez-vous. Est-ce que ce score que l'on prédit au RN à plus de 30% vous paraît aujourd'hui réaliste et acquis, ou si le RN est en tête et fait moins de 30%, ce sera finalement déjà une victoire? Alors, il y a plusieurs questions. Mais alors, la première chose, est-ce que c'est une règle que le RN fasse moins que les sondages, notamment pour les élections intermédiaires? Non. Il y a un événement... c'est pas une règle, mais c'est arrivé. C'est arrivé très lourdement, vous l'avez dit, en 2021, c'est-à-dire lors des régionales. Les dernières régionales, ça a été la pire erreur des sondages, de l'histoire des sondages en France. C'est-à-dire il y a eu parfois un écart de 10 points. Là, je vous parle depuis la région PACA. Par exemple, en PACA, la liste Mariani avait été surévaluée de 10 points. Vous vous rendez compte? C'est extraordinaire. Et c'était tragique pour, en tout cas, pour le scrutin, pour le RN dans cette circonstance. Mais c'est pas une règle absolue. Si je prends les dernières élections européennes, eh bien, que ce soit il y a 10 ans ou il y a 5 ans, les sondages, je pense notamment au sondage de l'IFOP, eh bien, c'était parfaitement vérifié. Alors, pourquoi est-ce qu'il y avait un tel écart au régional? C'est que seulement 36% des Français s'étaient rendus aux urnes. Et c'est vrai que c'est des élections compliquées pour un sondeur parce que la participation remonte depuis 2 élections européennes, mais enfin, pour l'instant, elle tangente simplement les 50%. C'est beaucoup plus difficile de travailler pour les instituts de sondage que lorsqu'il y a les 3/4 des gens inscrits qui vont voter, comme à l'élection présidentielle. Donc voilà, donc il peut y avoir vérification ou pas. Pour moi, le critère politique d'appréciation du résultat de la liste Bardella sera double. Alors, si on est généreux, on va prendre uniquement le meilleur score du RN aux élections européennes. C'était donc il y a 10 ans, c'était 25%. Si on est un peu plus exigeant,
on prendra le meilleur score jamais réalisé par le RN, enfin à l'époque c'était le FN, à des élections intermédiaires, c'était les régionales. Donc c'était en 2015, les régionales où là, les listes avaient au niveau national, le score total était de près de 28%. Donc je considère qu'au-delà de 28%, ça sera plutôt un bon résultat. Mais évidemment, si la liste Bardella fait ce résultat énorme de 29%, certains diront, finalement, c'est moins de 30, c'est pas si mal. Est-ce que c'était pas une erreur stratégique d'avoir fixé, je crois que c'est le RN lui-même qui a fixé la barre à 30%, c'est une barre très ambitieuse. À part Simone Veil, mais je crois que c'était une liste à la fois RPR et UDF, peu ont passé cette barre. C'est pas quelque chose que j'ai entendu et qui a été souvent répété, cet objectif de 30%, parce que c'est un objectif ça serait un objectif très imprudent. Très ambitieux et imprudent. Moi, il m'a semblé, sincèrement, puisque comme vous l'avez souligné, je m'occupe de Campus Emera, donc de l'école de formation des cadres du RN, donc je suis en contact assez fréquent avec des cadres précisément du RN, et j'entends au contraire des propos extrêmement prudents. Et pas seulement pour la communication externe, même en interne, vous avez des propos très prudents, parce qu'on sait très bien que le RN, je laisserai la parole à Arnaud Benedetti, mais que le RN a une difficulté, c'est qu'il a un électorat qui certes est très mobilisé politiquement, mais qui est sociologiquement abstentionniste. Et puis, mais là je reprendrai ça tout à l'heure peut-être, il y a un autre problème, c'est que l'objectif assigné à ces européennes n'est pas d'une très grande clarté. La dernière fois, on avait un Emmanuel Macron en pleine forme, et donc le discours en disant il faut voter pour stopper Emmanuel Macron, notamment par rapport à la réforme des retraites qui allait suivre, était clair. Aujourd'hui, ça allait beaucoup moins. Arnaud Benedetti, vous faites partie des optimistes. Il y a un point d'interrogation au titre de votre livre, mais vous parlez de victoire inéluctable. Et quand on lit votre livre, on sent que vous pensez qu'elle est peut-être pas inéluctable, mais très possible, cette victoire. Est-ce que vous enjambez pas, et je parle de victoire à la présidentielle, est-ce que vous enjambez pas une étape, justement, et est-ce que ces européennes peuvent modifier la donne si le résultat attendu n'est pas au rendez-vous? Je ne sais pas si c'est pas une question d'optimisme ou de pessimisme, mais j'essaye d'analyser la situation telle qu'elle se présente au jour où on parle, c'est-à-dire en 2024. Moi, j'ai interrogé beaucoup de responsables politiques, de droite, de gauche, évidemment aussi du Rassemblement national, mais surtout de droite, de gauche, de la majorité, et tous, quand on les confronte aux données sociologiques qui, d'une certaine manière, objective la progression électorale du Rassemblement national sur 20 ans, au-delà des seuls sondages, vous disent, et au regard de la situation politique que l'on connaît dans le pays, c'est-à-dire avec un morcellement du champ politique qui n'a jamais été aussi fort depuis 50 ans, ils vous disent tous, si nous étions amenés à voter en 2024, Marine Le Pen n'a jamais été dans une situation aussi favorable pour l'emporter. Et beaucoup vous disent, si nous devions voter au printemps 2024, Marine Le Pen a toutes les chances de gagner. Donc face à cette réalité, on voit qu'il y a un changement de perception, y compris dans le monde politique. Vous les auriez interrogés il y a 2 ans, il y a 3 ans, ils ne vous auraient vraisemblablement pas livré le même diagnostic. Donc il y a une idée générale qui s'impose, que ce qui était impensable hier devient quelque chose de tout à fait, je veux dire, envisageable au regard, encore une fois, de la situation du pays. Après, évidemment, il y a des tas de paramètres qui, d'ici 2027, peuvent quelque part venir troubler la machine qui, aujourd'hui, semble se mettre en place de manière très favorable pour Marine Le Pen. Mais il y a quand même une réalité dont il faut tenir compte, c'est une réalité sur la longue durée. Il y a 3 éléments qui, à mon avis, structurent aujourd'hui la perception d'une grande partie de l'opinion publique en France, enfin des opinions publiques en France. La première, c'est le fait que le politique est de plus en plus impuissant à répondre aux attentes des Français. Donc une espèce de faillite collective de tous les pouvoirs qui se sont succédés depuis 40 ans et qui ont mené finalement peu ou prou des politiques qui étaient à peu près les mêmes, avec quelques nuances, qu'il s'agisse des majorités de droite ou des majorités de gauche. Donc l'impuissance de l'État. Premier point. Deuxième sujet, c'est le fait que une grande partie des élites, je dis pas toutes les élites, parce que les élites c'est hétérogène aussi, mais une grande partie des élites ont tenu un discours depuis finalement presque un demi-siècle, ça remonte presque à Valéry Giscard d'Estaing, sur le fait que soit la France est devenue une puissance moyenne qui doit s'adapter aux standards de la mondialisation. Ça commence encore une fois avec Valéry Giscard d'Estaing. Le premier à parler de puissance moyenne, c'est Valéry Giscard d'Estaing.
ou soit qui considèrent que la France, et ça c'est plutôt à gauche, du fait de son passé colonial, doit se repentir en permanence. Donc une espèce de dévalorisation de la France. Et le troisième élément, qui est un élément qui constitue un combustible très fort, notamment pour le vote des classes populaires, c'est la question du mépris. La question du mépris social. Beaucoup, aujourd'hui, de nos compatriotes appartenant aux classes populaires, voire aux classes moyennes, se sentent méprisés. Comme si le pouvoir manifestait une espèce de distance permanente, un peu arrogante, vis-à-vis de ceux qui souffrent le plus du déclassement de la France. On l'a vu notamment durant la crise des Gilets jaunes. Donc, j'allais dire, ce décorum, en l'occurrence, est un combustible extraordinaire pour une force politique qui n'a jamais gouverné dans le pays et qui se retrouve aujourd'hui, en raison, on en parlera peut-être tout à l'heure, d'un certain nombre de dynamiques sociologiques et générationnelles en position de force sur le plan électoral. Arnaud Benedetti, merci. Jérôme Sainte-Marie, merci. On continue à en discuter. Jérôme Sainte-Marie nous donnera également son avis. Comment cette victoire qui paraissait inconcevable il y a peu est désormais possible? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est en train de changer? On en parle après une courte pause en toute vérité sur Sud Radio. À tout de suite. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio en toute vérité avec le politologue Jérôme Sainte-Marie, proche du RN. Il s'occupe de la formation des cadres du RN, le campus Emera, et avec Arnaud Benedetti, auteur de Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire. Ça vient de paraître chez Michel Lafon. Arnaud Benedetti, vous nous expliquiez que le Rassemblement national était dans une situation historique inédite, que c'est ce que vous observiez, c'est ce que vous racontez dans votre livre, que si l'élection avait lieu demain, jamais les chances de l'emporter du Rassemblement national n'ont été aussi grandes. Vous nous expliquez que c'était aussi le fruit d'une situation historique, de diagnostic qu'avait fait le RN depuis de longues années, d'une faillite des élites qui sont en place aujourd'hui. Jérôme Sainte-Marie, est-ce que vous partagez ce diagnostic? Et d'abord, est-ce que vous pensez qu'effectivement quelque chose a changé? Cette victoire de Marine Le Pen qui pouvait paraître inconcevable il y a encore 2 ans, je dirais sans doute avant les élections législatives qui ont donné 90 députés au Rassemblement national, aujourd'hui elle est vraiment probable. Qu'est-ce qui a changé, hormis d'ailleurs cette élection législative dont on n'a pas parlé mais qui a sans doute été décisive? Oui, alors effectivement, dans le livre d'Arnaud Benedetti, Aux portes du pouvoir, il y a un des points forts, c'est toute la description qu'il fait de cette grande surprise qui a été la constitution d'un groupe de près de 100 députés aux dernières législatives. Alors, c'est une victoire relative, mais enfin, c'est un succès du RN aux législatives qui tient au fait que il y a eu 13 300 000 personnes qui ont désobéi à toutes les autorités morales et autres, économiques, etc., et politiques, pour aller voter Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. 13 millions, 41,3%, je crois, des suffrages exprimés. Donc, on était véritablement là, il y a un effet de masse, si vous voulez, il y a une forme de subversion électorale, c'est-à-dire subversion, c'est quelque chose qui vient de la base, qui commence par les catégories populaires, mais qui se répand aujourd'hui dans les professions intermédiaires, même chez les cadres pas trop, mais chez les retraités, les fonctionnaires pas mal. Donc, vous avez ce mouvement de fond qui émerge. Alors, ce mouvement, il tient à ce que les enjeux électoraux qui font voter Marine Le Pen, Bardella ou RN, ces enjeux sont toujours là. Il y a eu trois éléments qui ont été avancés par Arnaud Benedetti. Moi, je serais un peu moins complexe. Il y a tout simplement déjà l'enjeu migratoire, c'est-à-dire c'est quand même le principal facteur du vote RN, et là-dessus, les Français ne voient pas d'évolution positive. Ensuite, vous avez effectivement, ça a été souligné par Arnaud Benedetti, une crise de l'État. Un véritable délitement qui a été illustré qui est illustré en permanence en fait, mais qui a été illustré particulièrement il y a près d'1 an lors des émeutes en banlieue, quand il y a eu ce événement qui est vraiment fondamental, parce que les Français ont eu l'impression d'une perte de contrôle de l'État, et ça, ce n'est pas tenable. Et vous avez ensuite effectivement toute une série de difficultés économiques et sociales qui génèrent l'impression d'un délitement du pays. N'oublions jamais que le RN, et c'est pas un gros mot, est un mouvement nationaliste.
on peut appeler ça patriote, etc. Mais c'est un mouvement nationaliste, c'est-à-dire c'est au centre de sa doctrine, c'est tout simplement la nation, et la nation en France, c'est particulier, c'est à la fois universaliste, mais enfin, ça repose sur la force de l'État. L'effondrement de l'État, à mon avis, a des conséquences bien plus grandes. Donc voilà. Alors après, il y a la capacité du RN de plus en plus grande à se positionner sur tous les sujets. Mais cela est dû au talent de ses dirigeants, mais c'est dû aussi au fait qu'il y a désormais un groupe, donc des moyens, des assistants parlementaires et un travail parlementaire qui est bien visible. Arnaud Benedetti, cette élection législative change complètement la donne et peut-être le regard que l'on peut porter sur Marine Le Pen. Est-ce que c'est la dernière étape de la dédiabolisation et qu'on avance vers la notabilisation d'une certaine manière Pour moi, c'est l'événement politique peut-être le plus important avec l'élection évidemment d'Emmanuel Macron en 2017 de ces 10 dernières années, c'est-à-dire l'accès du Rassemblement national de manière massive au Palais Bourbon avec un mode de scrutin, faut-il le rappeler, qui est un mode de scrutin dont on considérait historiquement qu'il était très désavantageux pour le Rassemblement national, mode de scrutin majoritaire uninominal à 2 tours, très couperé, donc qui facilite considérablement la constitution de ce que l'on appelle le Front républicain. Et avec cette élection, vous avez 53 députés du Rassemblement national qui vont être élus dans des configurations de duel par rapport à des candidats de la majorité. Donc, si vous voulez, dans les Est-ce que c'est seulement de la majorité? D'ailleurs, Jérôme Sainte-Marie nous dira, où il y a beaucoup de front de gauche, enfin de front de gauche, de France insoumise tout de même. Principalement, il faudrait peut-être regarder les chiffres à nouveau, les réviser à nouveau, mais principalement, ce sont des candidats de la majorité. C'est-à-dire qu'on voit bien que du côté de la gauche, je veux dire, soit on s'est abstenu, ou soit, pour une partie, on est allé à pratiquer ce que l'on appelait dans les années 70 ou de 80 le vote révolutionnaire, pour faire barrage aux candidats de la majorité. Donc l'idée même du plafond de verre, si vous voulez, quelque part, elle est invalidée, en partie, pas totalement, par ce résultat électoral. Ensuite, si vous voulez, il y a l'aspect, c'est la façon dont le Rassemblement national va s'acculturer aux institutions parlementaires. Et là, il y a un effet évidemment de contraste qui va jouer en faveur du Rassemblement national. Vous avez un Rassemblement national qui veut arriver en étant très respectueux du fonctionnement républicain de l'Assemblée nationale, d'emblée, tout de suite, qui parvient d'ailleurs à faire élire 2 vice-présidents, il faut le rappeler, avec l'aide de la majorité, en l'occurrence, et qui va adopter un comportement très différent, par exemple, de ce qui se passe sur les travées de l'extrême gauche de l'Assemblée nationale avec la France insoumise, qui est dans une attitude très souvent volontairement provocatrice vis-à-vis de la majorité. Le Rassemblement national apprend très vite. D'ailleurs, je suis frappé, il y a un parlementaire de la majorité qui me l'a dit, qui le reconnaît. Il m'a dit, ils ont très vite appris le fonctionnement du Parlement. Ils sont capables de faire des coups politiques. Ils sont capables, à un moment donné, d'essayer de converger. Donc, si vous voulez, cet accès du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, d'ailleurs de manière très différente avec ce qu'avait été le groupe parlementaire du Front National dans les années 86 et 88, mené par Jean-Marie Le Pen, je veux dire, va favoriser la sociabilisation républicaine, l'acceptabilité, va renforcer l'acceptabilité du groupe Rassemblement National, parce qu'on va dire, finalement, ce sont des députés comme les autres. Je veux dire, ils jouent le jeu des institutions. Il y a un sondage, d'ailleurs, qui a été publié il y a quelques mois, qui montre que les Français considèrent que le Rassemblement National a plutôt un comportement extrêmement convenable et assez positif à l'Assemblée nationale. Jérôme Sainte-Marie, un petit retour sur ces élections législatives. Arnaud Benedetti nous dit qu'il y a eu beaucoup de duels avec la majorité, mais est-ce qu'il n'y a pas eu aussi une forme de barrage républicain, j'allais dire, anti-Mélenchon? Et quand Arnaud Benedetti nous dit finalement l'institutionnalisation des députés Rassemblement National s'est très bien passée, est-ce que cette institutionnalisation n'a pas été accéléré aussi par l'attitude finalement de la France insoumise à l'Assemblée nationale? Non, dans la mesure où l'attitude, les excès de la France insoumise, c'est surtout après ces élections législatives. Lors du premier mandat d'Emmanuel Macron, il y avait 17, je crois, députés de la France insoumise qui se tenaient à peu près bien. Non, mais il y avait 2 questions. Il y avait une première, c'était vraiment sur l'élection. Si vous voulez, la fantasia parlementaire, c'est après. C'est après. Non, mais je vais vous donner quand même un chiffre, parce que j'ai un excellent livre sous les yeux. On oublie.
Et page 72, on tombe sur le chiffre, donc c'est bien, il y a eu 88 députés du Rassemblement national qui ont été élus, et Arnaud Benedetti nous rappelle que dans 53 cas, ça a été une victoire du candidat RN, donc 53 sur 88, donc une large majorité des cas, ça a été une victoire du RN sur un candidat de la majorité. Il faut bien voir que il y a ça c'est une donnée très importante pour le passé, mais également pour l'avenir. La gauche n'a pas disparu en France. Elle est réduite à peu près un tiers de l'électorat. C'est insuffisant pour elle pour l'emporter, mais son attitude au second tour, que ce soit lors des législatives passées ou lors de la prochaine présidentielle, l'attitude au second tour des électeurs de gauche est très importante. Il faut savoir que seuls 40% des électeurs de Mélenchon, qui avait fait qui a tangenté le second tour, c'est un score énorme, seuls 40% ont obéi à leur chef et sont allés voter Macron au second tour. 60% ont soit voté Marine Le Pen, soit alors, pour la plupart, se sont abstenus. C'est une donnée fondamentale. C'est-à-dire qu'effectivement, si les chances de Marine Le Pen tiennent aussi au fait qu'elle ne mobilise pas, qu'elle ne braque pas la gauche contre elle. Pour prendre les choses un peu différemment, les électeurs d'Éric Zemmour se sont reportés massivement sur Marine Le Pen. Mais en réalité, le vote Zemmour n'a pas apporté beaucoup plus de voix que le vote Mélenchon, parce que on est sur des masses qui ne sont plus du tout les mêmes désormais. Donc vous avez effectivement cette capacité à générer, sinon du vote en sa faveur, du moins de l'abstention, qui est une énorme chance. Alors, là-dessus, et je finirai par là pour la prospective, il y a un problème pour Marine Le Pen pour les prochaines élections, c'est qu'Emmanuel Macron ne sera pas candidat. On allait en parler. Cette surabstention de la gauche tenait au fait qu'il y avait quand même il y avait un bilan de Macron qui n'était pas apprécié du tout à gauche. Mais je retrouve pas mal d'espoir quand j'entends un Édouard Philippe expliquer qu'il veut rassembler de la droite libérale à la gauche mitterrandiste. Je me dis qu'effectivement, si on entend ce genre de discours régulièrement, toutes les perspectives sont assez lumineuses pour le Rassemblement national. Justement parce que ça a été dit par Arnaud Benedetti, c'est un parti qui n'est pas un parti de sortants, et face à la crise, les gens souhaitent une véritable alternance. Merci Jérôme Saint-Amary, merci Arnaud Benedetti. Une courte pause et ce sera la dernière partie de cette émission. On approfondira d'ailleurs le sujet. Est-ce que l'absence d'Emmanuel Macron est un piège ou une chance pour le Rassemblement national? À tout de suite sur Sud Radio en toute vérité. Nous sommes de retour en toute vérité sur Sud Radio. C'est la dernière partie de cette émission avec Jérôme Saint-Amary, politologue, sondeur, proche du RN. Il s'occupe de Campus Émerald, l'Institut de formation des cadres du RN, et Arnaud Benedetti, essayiste, politologue, auteur d'un livre, RN, l'inéluctable victoire, publié chez Michel Lafon. Et nous nous demandons et effectivement durant cette émission si la victoire du RN, non seulement aux européennes mais surtout à la présidentielle, est si inéluctable que ça. Et il y a un élément que Jérôme Saint-Amary a soulevé tout à l'heure avant la pause, Arnaud Benedetti, qui est la non-participation d'Emmanuel Macron à la prochaine campagne présidentielle. Est-ce que finalement c'est un piège, puisque ce ne sera pas forcément un candidat perçu comme un candidat de la continuité, si vous voulez, qui sera face à Marine Le Pen si elle est au second tour à la présidentielle, ou est-ce que c'est une chance parce que le bloc central qui paraissait extrêmement solide avec son leader Emmanuel Macron finalement n'a plus de leader et est fragilisé? Je crois que d'ailleurs vous avez une hypothèse, c'est que le bloc central ne sera pas forcément au second tour de la présidentielle, Arnaud Benedetti. Alors quand on discute avec un certain nombre de responsables de la majorité, alors notamment ceux qui sont proches d'Édouard Philippe, qui à ce stade est en principe le mieux placé au jour où on parle, pour représenter ce bloc central, ils vous disent, la vraie question c'est de savoir comment finalement on répond aux besoins de changement, tout en ayant quand même participé depuis 10 ans, parce que ça sera 10 ans en 2027, à l'exercice du pouvoir. Donc là, vous avez quand même une équation qui est quelque part un peu compliquée à résoudre dans un pays où manifestement,
malgré tout, le besoin d'alternance, ce qui est normal, se manifeste. C'est une respiration démocratique qui, inévitablement, voit le jour, surtout après qu'un pouvoir ait longtemps exercé le pouvoir, en l'occurrence, le pouvoir macronien. D'autant plus que il y a aussi un autre élément dont il faut tenir compte, c'est qu'en fin de compte, beaucoup de nos compatriotes considèrent qu'ils n'ont plus vécu de véritable alternance dans ce pays depuis 1981. La véritable grande alternance que la France ait connue, finalement, c'est 1981. Alors, ça n'a pas duré longtemps, vous allez me dire, pour la gauche, puisqu'en 83, François Mitterrand prend un virage. Vous pensez qu'à partir de 83, finalement, on a le centre droit et le centre gauche qui se succèdent, mais qui pratiquent plus ou moins la même politique. Nuances, oui, à partir du marché unique, mais surtout après Maastricht en 1992, même si, par exemple, Jacques Chirac fait une campagne en 95, qui est une campagne sur l'idée de rupture avec la lutte contre la fracture sociale, oui, la remise... C'est Philippe Séguin qui est à la manette, mais finalement, il nomme Alain Juppé. C'était un trépied, Madeleine, Séguin et Juppé. Mais c'est Juppé qui l'a emporté. C'est le juppéisme qui l'emporte. Donc il y a cette réalité, me semble-t-il, qui est importante. Ensuite, en effet, si vous voulez, l'autre problème pour le Rassemblement national, c'est un problème d'assurer finalement aujourd'hui, après avoir quasiment parachevé quand même sa dédiabolisation, quoi qu'on en dise, quasiment, je dis, parce qu'il reste encore des zones de résistance. Je pense notamment, par exemple, aux syndicats ou au milieu culturel, voire parfois au patronat. Le sujet, c'est de finalement pouvoir développer l'idée qu'il est crédible. Qu'il est crédible dans le rôle d'une force qui est capable d'occuper le pouvoir. Donc tout l'enjeu aujourd'hui pour le Rassemblement national, c'est de montrer qu'il est un parti qui est capable de se professionnaliser et d'exercer le pouvoir, ne serait-ce que pour rassurer un segment de l'électorat qui est important, qui est celui de la droite patrimoniale ou de la droite plus conservatrice, qui peut partager un diagnostic du Rassemblement national, par exemple sur les questions régaliennes ou sur les questions migratoires, mais qui peut en effet avoir des craintes quant à son programme économique. Et c'est bien sûr là-dessus que les oppositions au Rassemblement national, dont la principale d'entre elles, c'est-à-dire ce que l'on appelle le bloc central, va insister pour finalement, disons, décrédibiliser l'offre de Marine Le Pen. Après, il y a d'autres paramètres qui peuvent venir gripper la mécanique. Jérôme Sainte-Marie, on dit beaucoup que à l'occasion de cette campagne européenne, Jordan Bardella, mais aussi Marine Le Pen, sont en train d'élargir leur base électorale. Quelles sont les catégories peut-être qui manquent aujourd'hui à Marine Le Pen ou qui l'a manqué à Marine Le Pen dans les élections précédentes pour l'emporter, faire plus de 50% des voix au second tour? Vous nous avez dit tout à l'heure qu'elle a su ne pas mobiliser la gauche contre elle. Là, peut-être qu'il lui manque des catégories situées plus à droite. Est-ce que elle peut faire le grand écart finalement en allant d'une certaine gauche jusqu'à une certaine droite? Oui, alors moi j'ai tendance à peu parler en termes de catégories. Oui, droite-gauche, effectivement. Politique pour une raison toute simple, si vous voulez, c'est que ces partis encadrent de moins en moins d'électeurs. Disons alors pour parler le Jérôme. Marie Pécresse, etc. La droite n'a pas su conserver ses électeurs. Pour parler chez Macron, chez Le Pen, ou d'ailleurs chez Éric Zemmour. Éric Zemmour aussi montre bien que les formations partisanes traditionnelles n'arrivent plus à encadrer. Donc on n'est pas du tout comme dans les années 70 où un accord d'appareil à droite ou à gauche entraînait mécaniquement l'arrivée de millions d'individus. Pour parler le Jérôme, aujourd'hui, l'électeur est très libre. C'est plutôt les catégories sociologiques qui m'intéressent, ou catégories d'âge également. Là-dessus aussi, dans le livre d'Arnaud Benedetti, il y a des pages très intéressantes sur le phénomène générationnel, le fait qu'arrive au suffrage, qui arrive à la retraite, des personnes qui ont pu voter auparavant pour le Front National ou le Rassemblement National et qui donc auront beaucoup moins de mal à le faire une fois qu'ils sont retraités. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les sondages? Alors, le RN n'est pas devenu un parti attrape-tout électoralement, contrairement à ce qui est écrit parfois un peu vite, mais parce qu'il conserve la même structure de vote. C'est assez étonnant à voir. Grosso modo, moins vous êtes diplômé, moins vous avez de patrimoine social, d'argent tout simplement, et plus vous êtes jeune et plus vous votez pour le Rassemblement national. Ce qui a changé, c'est les niveaux. C'est-à-dire que le RN, bizarrement, c'est un peu une surprise pour moi, continue à progresser dans ses zones de force,
c'est-à-dire, encore une fois, la France périphérique, les catégories populaires, etc., mais progresse également en pourcentage davantage dans de nouvelles catégories. Alors, je vais les lister très rapidement. Les professions intermédiaires, 27% de la population active, c'est énorme. C'est les vraies classes moyennes, en fait. C'est-à-dire des gens qui gagnent pas énormément d'argent, mais qui sont contremaîtres, qui sont techniciens, etc. Ça fait un monde fou. Donc on n'est plus dans les catégories populaires, mais on n'est pas encore loin de là dans la bourgeoisie. Vous avez ensuite donc les professions intermédiaires, c'est un phénomène massif. De manière corrélée à cela, les fonctionnaires. Vous avez beaucoup de fonctionnaires qui sont en première loge, si j'ose dire, du délitement du pays et de la crise de l'État, qui commencent à se dire pourquoi ne pas voter pour le Front National pour arrêter ce processus délétère. Et enfin, vous avez les retraités. Alors les retraités, c'est extrêmement important, c'est un tiers des inscrits, et chez les 60-69 ans, ça bouge. Alors pourquoi c'est intéressant ça? 60-69 ans, c'est un monde fou. La réforme des retraites de Macron a transformé des centaines de milliers ou des millions de futurs jeunes retraités heureux, et donc pas en colère, en des actifs qui ne sont pas sûrs de réussir à partir avec tous leurs droits à la retraite au taux plein, et donc qui sont pas contents et qui vont faire payer la note à la majorité sortante. Là où ça bouge très peu, contrairement à ce que l'on dit, c'est dans les vrais CSP+, c'est-à-dire les cadres supérieurs. À mon avis, ils ont une situation professionnelle qui les incite à, c'est quand même le noyau dur du vote oui, la mondialisation heureuse, etc. Dans ces catégories supérieures, c'est beaucoup plus des fractions, voire même des individus qui font mouvement. Et ça, c'est décisif. J'avais eu l'occasion de l'écrire à votre invitation dans les colonnes du Figaro, c'est-à-dire qu'on a des personnalités qui commencent à se déclarer. Le type même, c'est Monsieur Légéry, qui est numéro 3 de la liste aux européennes, donc énarque, etc., ancien responsable de Frontex. Ça, c'est très important parce que il y a beaucoup de gens qui veulent une vraie alternance, qui refuse l'alternance unique, selon le terme de Jean-Claude Michéa, mais qui veulent être bien gouvernés, mais qui veulent d'abord être gouvernés. Et jusqu'à présent, ils avaient un doute sur la capacité du Rassemblement national à produire ses propres élites et à entraîner l'appareil d'État derrière lui, une fois au pouvoir. C'est ce qui est en train, à mon avis, de bouger pour des raisons multiples, des raisons de conviction, mais également désormais des raisons tactiques. La perspective cette perspective hypothétique, bien entendu, mais désormais vraisemblable, de l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen libère beaucoup d'énergie chez les cadres supérieurs du privé, comme je parle d'individus encore une fois, chez les chefs d'entreprise et chez des hauts fonctionnaires. Jérôme Sainte-Marie, est-ce qu'il y a dans ces européennes malgré tout un effet Bardella? C'est ce que certains soulignent. Il est crédité à plus de 30%. Est-ce que sa jeunesse, est-ce que le fait qu'il ne porte pas le nom de Le Pen est un avantage? Et est-ce que ça peut augurer de dissensions au sein du RN pour le leadership dans les années à venir? Alors oui, bien sûr, c'est un avantage. Ça prouve déjà la capacité du parti à diversifier son offre. C'est important pour un parti qui a été dirigé continuellement par la famille Le Pen. C'est la preuve même que ses propres élites émergent, et avec le talent que l'on connaît pour Jordan Bardella. En plus, Jordan Bardella amène un style et un discours également très porté sur le retour à l'ordre, en quelque sorte. Ça aussi, ça peut être très positif, surtout par rapport aux caricatures qui ont parfois été faites de Marine Le Pen. Après, la question du nom Le Pen, j'entends ça en permanence, c'est très surprenant d'entendre ça. Marine Le Pen, aujourd'hui, est en troisième, deuxième, beaucoup plus rarement première position dans les baromètres de popularité. Dans un baromètre de popularité, on ne teste que le nom de la personne. C'est Marine Le Pen, confiance, pas confiance, opinion, pas rien. Et donc, elle est à ce niveau-là, elle est au même niveau que Bardella. Et pour les intentions de vote à l'élection présidentielle, pour l'heure, elle est légèrement au-dessus, prêtée à Jordan Bardella. La seule différence entre eux, c'est précisément le nom. Moi, j'ai toujours pensé que le nom de Le Pen, désormais qu'il est porté par Marine Le Pen, comporte plus d'avantages que d'inconvénients. Le premier avantage, c'est un gage de détermination sur des enjeux aussi importants
pour les lecteurs que l'immigration ou la sécurité, ce qui permet à Marine Le Pen de parler d'autre chose, précisément. Donc, je ne crois pas, si vous voulez, je sais qu'on va nous rejouer ça. Mais on nous l'a joué pour Fillon, on nous l'a joué pour Bellamy, on nous l'a joué pour Zemmour, et on l'a joué pour Maigret autrefois. Ça ne marche jamais, mais ça n'empêchera pas cette ritournelle d'être entonnée pendant 3 ans. Ça, là-dessus, je n'ai aucun doute. Ce sera votre dernier mot, Jérôme Sainte-Marie, et le dernier mot de cette émission. On rappelle le livre d'Arnaud Benedetti, Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire. J'aurais aimé vous poser une question sur le scénario de la dissolution qui peut rebattre les cartes, parce qu'il faut le dire, en 3 ans, il peut quand même se passer beaucoup de choses, mais ce sera peut-être l'occasion d'une prochaine invitation. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Arnaud Benedetti et Jérôme Sainte-Marie. Merci. Et je vous laisse avec les informations et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro Dans toute vérité. C'est toujours sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.